Le couloir de marbre s'étendait devant elle comme une phrase qu'elle avait enfin appris à terminer. Sable Van Clair marchait la tête basse, son châle bien serré, comptant les jointes du sol poli parce que compter l'empêchait de trembler. 6 joints jusqu'à l'arche ouest, 12 de plus jusqu'à l'escalier des serviteurs, 41 pas de l'escalier à la porte latérale où un cheval scellé attendait dans le noir, payé avec les derniers argents de sa grand-mère. Elle avait répété ce trajet pendant 9 nuits. Au-dessus d'elle, les grands lustres du palais de IRU brillaient de tout leur feu, pour la première fois en 7 ans. La convocation des 5 couronnes avait commencé au coucher du soleil. Toutes les maisons nobles, des terres fluviales aux falaises de sel, s'étaient pressées dans la salle du trône. Les tambours battaient depuis la 2e heure. Le palais tout entier vibrait de célébrations, de politique, de ce genre d'attention qui laissait des couloirs vides. C'était la seule chance de Sable. Elle haussa sous un relief de bronze du premier roi loup et se força à ne pas lever les yeux. Lever les yeux, c'était se souvenir. Se souvenir, c'était ralentir. Ralentir, c'était se faire voir. Elle ne se ferait pas voir, pas ce soir. Sa main gauche était pressée contre l'intérieur de sa cape, les doigts recroquevillés pour protéger la petite bourse en cuir cachée dans la doublure. À l'intérieur de la bourse se trouvait un seul objet, un fin disque d'argent de la taille d'une pièce de monnaie, gravé d'un croissant et d'un sceau que personne dans le royaume de Marrow n'était censé reconnaître. Il lui avait été pressé dans la paume il y a 3 nuits par une femme encapuchonnée dans les cuisines, une inconnue qui avait pleuré en le faisant, et qui avait murmuré 7 mots qui n'avaient pas laissé Sable dormir depuis. Partez avant que la lune ne tourne ou vous mourrez. Elle n'avait pas réussi à se convaincre que l'avertissement était un mensonge, parce que le disque d'argent brûlait faiblement quand elle le touchait, et parce que la petite vie qu'elle portait sous ses côtes avait commencé à s'agiter la nuit, comme si elle pouvait sentir quelque chose approcher, et parce qu'elle avait enfin compris que l'homme qui dormait à ses côtés aux heures volées n'était pas un homme qu'elle pouvait protéger. Pas de ce qui la chassait, pas de ce qui la chassait à cause de lui. La pensée de lui la fit s'arrêter de marcher. Sable ferma les yeux pour une longue inspiration et se permit de se souvenir de la dernière fois qu'il avait tenu son visage entre ses mains, il y a 4 nuits. La fenêtre de sa chambre privée était ouverte sur un ciel épais d'étoiles. Et il avait pressé son front contre le sien et l'avait appelé par un nom que lui seul utilisait. Un petit nom doux dans l'ancienne langue qui signifiait celle vers qui mon cœur revient. Il lui avait dit, la voix rauque, que la convocation serait le dernier test, qu'il la nommerait devant chaque maison noble et les laisserait s'étouffer avec leurs objections. Elle l'avait cru. Elle l'avait cru comme une femme qui se noie croit en une corde qu'on lui lance. Mais il y a 3 nuits, elle avait appris ce que les 5 couronnes avaient l'intention d'exiger de lui. Elle l'avait entendu à travers une grille d'aération dans la chambre de l'intendant alors qu'elle portait du linge. Le prix de l'unité était un mariage, et le mariage qu'il voulait n'était pas avec elle. Le prix de sa présence n'était pas un cœur brisé. C'était un couteau entre ses côtes pendant son sommeil, payé par des hommes qui ne pouvaient pas se permettre l'inconvénient d'un roi avec un secret. Elle ne fuyait pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle fuyait parce qu'elle l'aimait. Sable ouvrit les yeux et se remit à marcher. Plus vite maintenant. Les tambours au-dessus étaient passés à un rythme plus profond. Le rythme qui signifiait que la nomination des maisons commençait. La partie de la cérémonie qui le retiendrait sur la haute estrade pour l'heure entière à venir. Elle avait calculé sa fuite pour cette heure-là. Elle tourna au coin vers l'escalier des serviteurs et se figea. Un homme se tenait au pied de l'escalier, le dos tourné, enfilant un gant. Il portait l'écharpe verte des intendants du palais, mais ses épaules étaient trop larges pour un intendant. Sa posture trop immobile. Il attendait. Sable recula lentement. Le disque d'argent dans sa cape était devenu assez chaud pour être senti à travers 3 couches de tissu. Son estomac se serra d'un petit coup sec, comme si l'enfant aussi comprenait qu'il ne pouvait pas passer cet homme. Il y avait un autre chemin, la tour est. Cela lui coûterait 10 minutes qu'elle n'avait pas, mais elle était vide. Elle n'était pas surveillée, et elle la mènerait à la même porte par un chemin plus long. Elle se retourna et courut sur la pointe des pieds, sa cape serrée contre elle. Elle ne vit pas la femme en soie couleur colombe qui sortit d'une porte derrière elle et la regarda partir. Elle ne vit pas le lent sourire privé qui traversa la bouche peinte de cette femme. Elle n'entendit pas la douce instruction murmurée à un page, longue de 3 mots,
qui l'envoya sprinter vers la salle du trône par un autre escalier. La tour était aussi vide qu'elle l'avait espéré. Sable descendit 2 volets de marche, la main sur la rampe, le souffle retenu. Le disque dans sa cape brûlait. L'enfant donna un autre coup de pied, plus fort cette fois, et elle pressa sa main libre sur son ventre et murmura « Chut! Chut! Mon courageux! On y est presque. » Elle atteignit le bas de la tour et poussa la petite porte en bois qui menait à la colonnade inférieure. La colonnade inférieure longeait le côté de la salle du trône. Elle avait oublié, ou elle ne s'était pas permis de s'en souvenir. Les grandes portes de la salle du trône se trouvaient à 20 pas sur sa droite, grandes ouvertes pour la cérémonie, et à travers elles se déversait une rivière de lumière dorée, un flot de musique, un tumulte de voix. 500 nobles, 200 gardes, son roi sur la haute estrade dans sa tenue de cérémonie noire, et les rangées de visages expectatifs attendant d'entendre à quelle maison il se lierait avant que les étoiles n'atteignent leur point le plus haut. Elle garda la tête baissée. Elle continua de marcher. La colonnade était dans l'ombre. Les invités à l'intérieur ne regardaient pas vers l'extérieur. La porte était à 60 pas plus loin. Et alors elle serait libre. Elle serait partie. Elle serait... Les tambours s'arrêtèrent d'un seul coup, comme si une main s'était refermée sur eux. La salle entière se tut dans le même souffle, 500 voix tombant dans le néant. Et le silence déferla dans la colonnade et se brisa contre le dos de sable comme une vague. Elle n'arrêta pas de marcher. Elle ne pouvait pas s'arrêter de marcher. Si elle s'arrêtait de marcher, elle mourrait dans ce couloir. Derrière elle, de l'intérieur de la salle du trône, une voix s'éleva. Sa voix. Pas la voix qu'il utilisait aux heures volées. L'autre voix. La voix qui avait plié 5 royaumes à un seul traité. La voix qui avait mis fin aux guerres fluviales en une seule phrase. La voix que son corps reconnut avant son esprit, car chaque nerf qu'elle possédait appartenait à l'homme qui l'utilisait. Il prononça un seul mot. Il prononça son nom. Pas le petit nom, pas le nom secret, son vrai nom, son nom complet, le nom que personne dans ce palais n'était censé savoir appartenir à une fille de cuisine avec une pantoufle déchirée et un enfant qu'elle n'avait pas encore annoncé. Sable Van Clair. Le nom porta à travers les portes ouvertes. Il porta à travers la colonnade. Il porta jusque dans la cour au-delà, où le cheval qu'elle avait payé grattait déjà les pavés. Il porta dans chaque recoin du palais de Hieru où un loup pouvait l'entendre. Et dans le silence qui suivit, tandis que 500 nobles se tournaient comme un seul homme vers les portes ouvertes, Sable Van Clair se tenait dans la colonnade inférieure, sa cape rassemblée autour du secret qu'elle portait, et comprit avec une clarté qui la vida qu'elle n'atteindrait pas la porte. Elle ne se retourna pas. Se retourner serait une confirmation. Se retourner serait une reddition. Se retourner signifierait revenir vers un homme qui venait, en un mot, en un souffle, devant chaque maison noble de 5 royaumes, de dépenser tout ce qu'il avait protégé pour la garder en vie. Elle ne se retourna pas. Elle courut. Le châle s'arracha de ses épaules au premier virage de la colonnade et elle le laissa tomber. Ses pantoufles claquaient trop fort sur la pierre et elle s'en moquait. Les tambours n'avaient pas repris. La salle derrière elle n'avait pas encore éclaté. Elle avait les secondes entre la chute de sa voix et la montée du bruit pour traverser la colonnade, pour traverser la cour, pour traverser la porte, et après cela, aucune course n'aurait d'importance car chaque loup de Hieru aurait sa piste. Elle atteignit la cour. Le cheval était là où le garçon d'écurie l'avait promis, attaché à un poteau à l'ombre du mur de la cuisine. Les mains de sable tremblaient trop fort pour défaire la longe. Elle les força à rester immobiles. Elle s'embrouilla avec le nœud. Le disque d'argent dans sa cape brûlait si fort maintenant qu'elle pouvait le sentir à travers la bourse en cuir. Elle défit le nœud. Elle mit son pied dans l'étrier. Elle se hissa sur la selle. Derrière elle, depuis la salle du trône, le bruit arriva enfin. Ce n'était pas le bruit de nobles qui se disputaient. C'était le bruit d'un lien qui se décélait en public. Un long et bas gémissement structurel, comme si le palais lui-même avait retenu son souffle et pouvait enfin expirer. Puis des voix, puis des chaises qui raclent, puis un seul garde criant un ordre qui fut instantanément contremandé par une voix plus profonde qu'elle aurait reconnue dans sa tombe. Laissez-la partir. Elle l'entendit à travers les portes ouvertes, à travers la cour, à travers l'os derrière son oreille.
Laissez-la partir. Personne ne suit. Personne. J'arracherai la gorge de tout loup qui franchira cette porte avant que je ne l'atteigne moi-même. Sable talonna le cheval et il bondit en avant. Elle ne regarda pas en arrière. Elle franchit la porte. Elle descendit la route carrossable. Elle passa les 2 postes de garde extérieurs où les hommes de service la regardèrent sans la défier, car ils avaient entendu l'ordre du roi la suivre, portée par le vent. Elle atteignit le brouillard des basses terres au pied de la colline du palais. Et le brouillard la prit, et le disque dans sa cape se refroidit enfin, et quelque part loin derrière elle, un roi se tenait sur une haute estrade, les poings serrés, ses yeux ambrés fixés sur la porte vide par laquelle la seule chose qu'il avait jamais voulu avait disparu. Il ne l'avait pas arrêtée, il l'avait libérée. Elle ne comprenait pas encore pourquoi cela importait. Elle aurait des années pour comprendre. La première fois qu'il lui avait parlé, elle avait 16 ans, et il venait d'être couronné, et elle était à genoux dans le jardin d'herbe, cueillant du thym pour la cuisinière, et ne l'avait pas entendu approcher, car il se déplaçait pieds nus quand il était seul. Il s'était arrêté à côté d'elle et avait dit « Celle-là, c'est de l'épine amère, pas du thym, ça va gâcher le bouillon. » Et elle avait levé les yeux pour corriger quiconque était assez sot pour lui apprendre des choses sur ses propres herbes. Et elle avait vu le roi de Maravaille accroupi dans la terre à côté d'elle, les manches retroussées et une tache de terre sur la mâchoire, et elle avait oublié comment parler. Il avait ri, pas le rire d'un roi, le rire d'un garçon. J'ai travaillé dans un potager pendant 2 ans avant la mort de mon père. Il avait dit, certaines habitudes ne se désapprennent pas. Et il avait retiré l'épine amère de son panier de sa propre main, l'avait jeté dans le compost et s'était éloigné en sifflotant. 3 semaines plus tard, elle portait de l'eau à travers la colonnade inférieure, et il était sorti d'une porte et avait dit son nom, et elle avait failli laisser tomber le seau, et il lui avait attrapé le poignet pour la stabiliser, et ne l'avait pas lâché pendant une longue seconde. La première heure volée était devenue 1 mois après cela. La marque était devenue 6 semaines après cela. Elle se trouvait beau sur sa hanche, une petite empreinte sombre, pas plus grande qu'un ongle de pouce, en forme de croissant encadré par 2 étoiles. Il l'avait pressée sur sa peau avec ses dents par une nuit de plein été, tandis que le vent agitait les rideaux de sa chambre privée, et il avait murmuré « C'est le seul serment que je prêterai jamais sans la permission de mon conseil. Est-il est pour toi. » Elle avait eu raison de le croire. C'était la partie qu'elle ne s'était pas permis de comprendre jusqu'à ce soir. Roulant à travers le brouillard des basses terres, le disque d'argent enfin froid, et l'enfant calme dans son ventre, il n'avait pas menti, pas une seule fois. Il n'avait pas choisi le mariage qu'il voulait. Il l'avait refusé de la seule manière qui ne pouvait être défaite. Il lui avait donné sa vie en donnant son nom. Car une fois que 5 royaumes sauraient que le roi de Maraval avait une compagne cachée, ils mettraient son palais à sac pour la chercher, et ils n'arrêteraient pas. Et la seule chose qui la maintiendrait en vie serait la distance. Et la seule chose qui le maintiendrait en vie serait le fait que personne ne pourrait l'atteindre à travers lui, car il ne savait pas où elle allait. Il ne l'avait pas arrêtée à la porte. Il l'avait libérée et il s'était condamné à tout ce que les 5 couronnes feraient à un roi qui venait de refuser leur traité devant leur propre visage. Sable se pencha en avant sur l'encolure du cheval, pressa son visage humide dans sa crinière et galopa plus fort. Elle ne vit pas le 2e cavalier sur la crête au-dessus de la route brumeuse, encapuchonné, immobile, la regardant passer. Elle ne vit pas le petit oiseau gris qui s'envola du poignet du cavalier et fila vers Hieru avec un bout de papier plié dans ses serres. Elle n'entendit pas la voix douce, t'entends pas la voix douce et amusée de la femme en soie couleur colombe lisant ce papier 1 heure plus tard, ni la seule phrase qu'elle adressa aux pages qui attendaient à son coude. Trouve-la discrètement et apporte-moi ce qu'elle porte. Sable continua sa route dans l'obscurité, et derrière elle, dans un palais trop éclairé pour une nuit qui s'était terminée en désastre. La chasse avait déjà commencé. La ville de Cinder ne posait pas de questions aux femmes qui arrivaient seules. C'était une ville de marais salants au bord de la mer Creuse, à 2 semaines de route difficile au sud de Hieru, le genre d'endroit où un foyer sur 2 abritait une fille venue d'ailleurs et qui ne dirait jamais d'où. Personne ne se souciait de qui vous aviez été avant. Il se souciait de savoir si vous pouviez travailler. Sable pouvait travailler. Elle était arrivée à Cinder, à moitié affamée, à moitié gelée. Le cheval vendu 3 villes plus tôt pour un passage sur une barge de sel, le disque d'argent cousu dans l'ourlet de sa cape.
Elle avait dit à la maîtresse du port qu'elle était une veuve du pays des rivières. Elle avait donné le nom de Reine Thessaly, qui était le nom de sa grand-mère. La maîtresse du port avait regardé son ventre, ses mains et ses yeux, et n'avait posé aucune question. Elle avait montré du doigt une petite maison en pierre avec un toit d'ardoise plus haut dans la ruelle et avait dit « Le toit fuit dans le coin est, le puits est bon. Paye-moi un cuivre par mois et nous ferons comme si tu avais toujours été là. » C'était il y a 4 mois. Sable, qui était maintenant reine pour tout le monde à Cinder, était devenue la femme que les travailleurs des marais salants venaient voir quand leurs femmes accouchaient, quand leurs enfants brûlaient de fièvre, quand leurs vieux pères toussaient du sang dans leurs chiffons. Elle mettait au monde des bibes. Elle posait des attelles sur des doigts cassés. Elle acceptait le paiement en heures, en sel, en laine raccommodée. Elle n'acceptait pas de pièces. Les pièces pouvaient être tracées. L'enfant était né au tournant de la lune d'automne. Un garçon, petit mais féroce, avec une tignasse de cheveux noirs qui surprit la sage-femme du village voisin. La sage-femme avait placé le garçon dans les bras de Sable et avait dit avec la neutralité prudente d'une femme qui avait trop vu. Ses yeux changeront la première semaine. Ils le font toujours. Ses yeux n'avaient pas changé. Ils étaient ambrés dès l'instant où il les avait ouverts, ambrés comme l'intérieur d'une flamme de bougie, ambrés comme les yeux de l'homme qui lui avait donné son nom devant 5 royaumes et l'avait ensuite laissé partir. Elle avait nommé le garçon Callum, d'après un saint du vieux livre de sa grand-mère, qui était entré dans la mer pour sauver un pêcheur qui se noyait et en était ressorti vivant. Elle n'avait dit à personne à Cinder ce que signifiaient ses yeux. Il avait 4 mois maintenant. Il dormait dans le panier à côté de l'âtre le soir où le lien commença à se réveiller. Ça a commencé dans sa hanche. Sable pétrissait du pain sur la longue table en bois près de la fenêtre, les manches retroussées et le vent salé entrant par le volet fissuré et agitant les herbes qui pendaient des chevrons. La pâte était dure et elle ne pensait à rien. La marque sur sa hanche s'agita. Elle l'avait déjà senti s'agiter. Chaque nuit pendant 4 mois, elle avait légèrement élancé, une traction lointaine comme une ficelle attachée à une étoile qu'elle ne pouvait pas voir. Elle s'y était habituée. Elle avait cessé de la toucher. Ce soir, la marque n'élançait pas. Ce soir, la marque chantait. Elle se redressa du pain avec de la farine sur les poignets et pressa sa main à plat contre sa hanche à travers sa robe. La peau sous sa paume était chaude, pas fiévreuse. Chaude comme une pierre ensoleillée et chaude. Elle se tint très immobile dans sa cuisine et écouta, car pour la première fois en 4 mois, elle avait le sentiment que quelque chose à l'autre bout de la ficelle s'était enfin redressé et l'avait regardé en retour. Elle pouvait le sentir. Pas pas le voir, pas l'entendre, le sentir. Une présence lointaine mais indubitable. Une chaleur latente qu'elle aurait reconnue dans n'importe quelle obscurité. Le panier près de l'âtre fit un petit bruit doux. Sable se retourna. Son fils était réveillé. Il n'avait pas pleuré. Il ne pleurait jamais. Il était couché sur le dos, ses petits poings ouverts à ses épaules, et ses yeux ambrés étaient fixés sur son visage avec une intelligence qu'aucun enfant de 4 mois ne devrait posséder. Et il souriait, un petit sourire privé, le genre qui appartenait à un visage beaucoup plus âgé, le genre qui appartenait au visage de son père quand il s'était accroupi dans un jardin d'herbes et avait ri d'une figue de cuisine à propos d'épines amères. Il savait. Elle ne comprenait pas comment il savait, mais elle savait qu'il savait. Le lien qu'elle sentait dans sa hanche, il le sentait aussi. Il avait été conçu à l'intérieur. Sable tomba à genoux à côté du panier et le sortit. Et il fit un petit bruit content et pressa son visage contre le côté de son cou. Et elle s'assit sur le sol de sa cuisine avec son fils dans les bras, sa joue pressée contre ses cheveux doux et sombres, et se permit pour la première fois en 4 mois de pleurer sans honte. « Il est vivant, dit-elle dans les cheveux de son fils. Ton père est vivant. Je ne savais pas. Je ne me suis pas permis de le savoir. » La marque sur sa hanche pulsa une fois, doucement, comme une main posée brièvement sur la sienne. On frappa à la porte 1 heure plus tard. C'était un coup doux. 3 coups. Sable était sur pied avant d'avoir décidé de se lever. Elle remit Callum dans son panier. Elle s'essuya le visage sur sa manche. Elle traversa la cuisine et souleva le lourd tisonnier à côté de l'âtre. Elle souleva le loquet. Un garçon se tenait sur son seuil,
Il ne pouvait pas avoir plus de 10 ans. Il était pieds nus. Ses cheveux étaient mouillés par la brume salée. Il tenait un petit carré de parchemin plié dans ses deux mains, de la manière dont un enfant tient quelque chose qu'on lui a dit être précieux, et il la regardait avec une expression qui n'appartenait pas du tout au visage d'un enfant. C'était l'expression de quelqu'un à qui on avait dit de mémoriser un visage. Maîtresse Wren, dit le garçon. Oui. Il tendit le parchemin. Elle ne le prit pas. Qui t'envoie? Une dame, dit le garçon. Elle m'a donné un cuivre. Elle a dit que je devais le mettre dans ta main, puis courir à la maison et oublier que j'étais venu. À quoi ressemblait-elle? Elle portait des perles, dit le garçon, et elle sentait les roses, mais les roses étaient une vieille. La main de sable se referma sur le cadre de la porte. Elle prit le parchemin des doigts tendus de l'enfant, recula dans sa cuisine et ferma la porte avant même qu'il ne se soit retourné pour courir. Elle s'assit lourdement sur le banc à côté de la table. Elle déplia le parchemin. L'écriture était petite, élégante et absolument stable. Il n'y avait que 4 lignes. Wren Thessaly de Cinder. Le garçon dans le panier a les yeux de son père. C'est un problème pour nous deux. J'arriverai à la prochaine marée. Ne fuyez pas. Vous ne me sèmerez pas 2 fois. Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Sable resta assise dans sa cuisine, la lettre ouverte sur ses genoux, son fils dormant dans son panier et la marque sur sa hanche vibrant d'une présence qu'elle venait à peine de réapprendre à sentir. Et elle comprit avec la même clarté qu'elle avait ressentie il y a 4 mois dans la colonnade inférieure du palais de Hieru que celui qui la chassait l'avait enfin trouvé. La prochaine marée était à l'aube. Elle ne s'enfuit pas. Elle y pensa pendant la longue heure qu'elle passa assise sur le banc à côté de sa table de cuisine, la lettre ouverte sur ses genoux et son fils dormant à 4 pieds de là. Elle pensa à quitter Cinder Marsh à pied avec Callum attaché à sa poitrine dans un morceau de laine raccommodé. Elle pensa à la route vers le nord, vers le pays des Landes. Et puis elle pensa à la femme qui avait écrit « Vous ne me sèmerez pas 2 fois d'une main si stable qu'elle n'avait même pas fait baver l'encre. » Et Sable comprit qu'elle avait déjà choisi. Elle ne fuirait pas. Elle avait fui une fois d'un palais, à la hâte, sans plan. Et cela lui avait coûté 4 mois à dormir la main sur le tisonnier de fer. Une deuxième fois, elle affronterait ce qui venait sur son propre seuil, avec son fils dans son panier, son couteau de guérisseuse sur la table et le disque d'argent enfin sorti de la doublure de sa cape et posé là où elle pouvait le voir. Elle décousit les poings avec des doigts tremblants. Le disque sortit dans sa paume, chaud. Il s'était refroidi pendant qu'elle traversait le brouillard des baisses terres, et il était resté froid pendant 4 mois de toit qui fuyaient et de pain salé. Il venait juste de recommencer à chauffer ce soir, à la même heure où le lien sur sa hanche avait commencé à chanter. Elle retourna le disque dans sa main et regarda le sceau gravé sur son dos, le sceau qu'elle ne s'était jamais permis d'apprendre à lire. Elle savait maintenant que la femme qui avait pressé ce disque dans sa main dans la vapeur de la buanderie n'avait pas été une étrangère. La femme avait été un avertissement, et l'avertissement n'était pas venu de ses ennemis. L'aube arriva comme l'aube arrive sur les marais salants, lentement, de côté, de la couleur de la vieille perle. Sable se tenait à son volet fissuré avec Callum sur sa hanche et regardait la longue ligne plate de la mer Creuse passer du noir à l'ardoise puis à l'argent. Elle n'avait pas dormi. Elle s'était baignée. Elle avait tressé ses cheveux comme sa grand-mère les tressait, en une seule corde épaisse dans son dos. Elle avait mis sa robe grise la plus simple et son tablier le plus propre. Et par-dessus le tablier, elle avait noué la ceinture de guérisseuse en cuir avec le petit couteau à manche d'os dans son fourreau. Ça ne la sauverait pas, elle le portait quand même. La première voiture remonta la ruelle à la 5e heure. Elle entendit les roues avant de la voir. Il n'y avait pas de voitures à roues à Cinder Marsh. Une voiture à roues sur la ruelle menant à sa maison ne signifiait qu'une chose, et Sable se tenait à sa fenêtre avec son fils sur la hanche et regardait la forme laquée noire monter lentement la pente hors de la brume salée, avec 2 cavaliers l'escortant de chaque côté, et elle ne bougea pas. La voiture s'arrêta à sa porte. Un homme en manteau vert à col haut descendit du siège du cocher et ouvrit la portière, et une femme en soie perle pâle descendit sur la ruelle salée. C'était le genre de femme dont l'âge refusait de se fixer. Ses cheveux étaient de la couleur de l'étain poli, tirés en un chignon serré. Ses mains étaient gantées de cuir perlé souple. « Maîtresse Wren » appela la femme. Sa voix portait facilement à travers le petit jardin de devant.
Puis-je entrer? J'ai voyagé très longtemps. Sable ouvrit sa porte. Elle ne dit rien. Elle ne l'invita pas à entrer. Elle ouvrit simplement la porte et se tint là, avec son fils sur la hanche et sa main sur le tisonnier de fer, et laissa la femme en soie perle remonter le chemin de pierre à son propre rythme. La femme s'arrêta sur le seuil et regarda Sable, le garçon et les yeux du garçon, et sa bouche s'adoucit d'une fraction. « Il est exquis, dit la femme. Vous ne le toucherez pas. » « Je n'ai aucune intention de le toucher. Puis-je m'asseoir? » Sable recula de la porte. Elle ne posa pas le tisonnier. La femme en soie perle entra dans la cuisine de Sable, regarda les herbes suspendues au chevron et le disque d'argent posé au centre de la table, et elle ne tressaillit pas à la vue du disque. Elle s'assit sur le banc en face de l'endroit où se tenait Sable et attendit. « Qui êtes-vous? » dit Sable. « Mon nom est Morin Vosich, dit la femme. Je suis la grande maîtresse de la cour pâle. Je suis la femme qui a essayé de garder votre roi en vie ces 4 derniers mois. Et je suis la femme qui a arrangé qu'une étrangère vous mette ce disque dans la main. Et je suis venu ici ce matin parce que les gens qui le veulent vous ont enfin localisé, et ils arriveront dans cette ville dans moins de 6 jours. » Sable ne bougea pas. La cuisine était très silencieuse. « Vous avez écrit que je ne vous sèmerai pas 2 fois. Je devais être certaine que vous ne seriez pas parti à mon arrivée, dit Sable. Pardonnez-moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à dire des vérités de manière à effrayer les gens pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Vous avez dit que le garçon était un problème pour nous deux. Il l'est. Comment? Morin regarda le disque d'argent sur la table. Parce que le disque que vous portez, dit-elle, est une pièce de serment de la cour pâle, et le sceau sur son dos est le sceau de la haute mer. Et la haute mer n'a pas donné de pièce de serment à une femme née à l'étranger depuis 400 ans. Je l'ai fait placer dans votre main 3 nuits avant la convocation parce qu'à ce moment-là, je savais déjà ce que vous portiez et je savais ce qui était préparé pour vous dans votre propre chambre et je n'avais aucun autre moyen de vous avertir qui ne me trahisse aux couronnes. » Elle leva ses yeux gris vers le visage de Callum. « Et le voilà, dit-elle doucement, dans vos bras, avec les yeux de son père. » La main de Sable se resserra sur le tisonnier jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal. « Vous ne l'aurez pas, dit Morin, et l'utilisation du vrai nom de Sable dans sa propre cuisine fut d'un petit coup précis. Je ne veux pas de votre fils, maîtresse Vanclair. Je veux que votre fils grandisse. Les 5 couronnes veulent qu'il meure avant la fin de son premier hiver. Vous allez devoir choisir très vite lequel de nous vous préférez. » Elle s'arrêta. Sa tête se tourna très légèrement vers la fenêtre. Le lien sur la hanche de Sable s'enflamma si fort et si vite qu'elle faillit laisser tomber le tisonnier. Morin fut sur ses pieds dans le même instant, plus vite qu'une femme de sa stature n'aurait dû pouvoir bouger. « Ils sont en avance, dit-elle. Prenez l'enfant, prenez le disque. Allez à la cave maintenant. »« Bête. Qui? Les hommes qui veulent de la mort de votre fils. Ils sont déjà dans votre jardin. Bougez. » Sable bougea. Elle attacha Callum à sa poitrine en 3 respirations avec le morceau de laine raccommodé. Elle avait le disque dans son poing. Elle avait le tisonnier dans son autre main et le couteau à manche d'os à sa ceinture, et elle était à la trappe de la cave avant que Morin n'ait fini de traverser la cuisine. Et elle ouvrit la trappe, posa le pied sur le premier barreau et passa la tête sous le niveau du sol quand la porte d'entrée de sa maison fut arrachée de ses gonds. Elle ne vit pas ce qui entra. Elle entendit Morin dire un mot dans une langue que Sable ne connaissait pas, et le mot n'était pas fort, mais il fit trembler les chevrons de la maison. Et puis elle entendit un son comme du tissu se déchirant au ralenti, combiné au souffle d'un très grand animal. Et puis un homme cria. Sable referma la trappe au-dessus de sa tête. Elle descendit dans l'obscurité de sa propre cave, avec son fils attaché à sa poitrine, et le disque brûlant dans son poing. Et au-dessus d'elle, dans la cuisine, le bruit de tissu se déchirant continua, rejoint par des voix d'hommes, par le claquement de quelque chose de plus lourd qu'une chaise. Elle atteignit le sol de la cave. Elle se tint dans le noir, la main pressée contre le petit dos de Callum, et elle sentit le lien sur sa hanche pulser à un rythme qui n'était plus un bourdonnement, mais un battement de tambour plein et dur venant vers elle. Et elle comprit que le roi de Maravaille avait été assez proche des marais salants pour entendre quand son lien avait commencé à chanter, et il n'attendait plus. Il courait. Au-dessus d'elle, dans sa cuisine dévastée, le cri d'un homme s'interrompit en plein milieu, et la maison devint silencieuse.
Un long temps passa. Puis la trappe de la cave se souleva lentement d'en haut. Sable leva le tisonnier. Le visage pâle de Morin apparut dans le carré de lumière, maculé de quelque chose de sombre sur une pommette, ses cheveux gris à moitié défaits de leur chignon, et ses yeux gris avaient pris la couleur de l'eau au clair de lune et n'éteignent pas. Sable le vit avec un petit choc tardif, entièrement humain. « Montez, dit doucement la grande maîtresse de la cour pâle. C'est fini pour l'instant, et il y a quelque chose que vous devez voir avant qu'il n'arrive. » La cuisine semblait avoir été traversée par une tempête sur deux jambes. La longue table en bois était sur le côté. Les herbes qui pendaient des chevrons gisaient en enchevêtrement vert sur les dalles. La fenêtre au-dessus de l'évier était brisée vers l'extérieur. Il y avait 3 corps sur le sol de la cuisine. Elle ne les regarda pas de près. Morin se tenait au milieu des débris, ses gants rentrés dans la ceinture de sa robe, et la tache sombre sur sa pommette s'estompait déjà comme un bleu s'estompe sur un loup. Ses yeux étaient redevenus gris. Ils étaient 3, dit Morin. Plus le cocher dans la ruelle, entraînés par la cour pâle, mais pas loyaux à la cour pâle. Des hommes achetés. Les couronnes utilisent maintenant des mercenaires de mes propres maisons d'entraînement contre moi. Sable redressa le panier de Callum sur l'âtre. Elle le sortit de l'écharpe de laine et le déposa dedans, et il la regarda avec ses yeux ambrés sans pleurer. « Vous avez dit qu'il y avait quelque chose que je devais voir. » Oui, la voix de Morin était douce. « Maintenant, asseyez-vous, maîtresse Van Clair, s'il vous plaît. » Sable ne s'assit pas. Elle se tint à côté du panier, une main sur son bord. Morin plongea la main dans le devant de sa robe et en sortit un petit carré de toile cirée pliée. Elle le déballa sur la seule partie de la table encore debout. À l'intérieur de la toile cirée se trouvait un seul morceau de parchemin plié, scellé de cire sombre. Le sceau était une tête de loup couronnée d'un croissant. C'était le sceau privé du roi. « Ceci m'a été donné il y a 4 nuits, dit Morin, par un homme qui a fait mourir son cheval pour le livrer. Il est arrivé à la cour pâle au crépuscule et était mort sur sa selle à minuit. La lettre vous est adressée. Il l'a écrite la nuit où le lien sur votre hanche s'est réveillé. Il l'a senti se réveiller, à la même heure que vous, et il a enfin compris que son loup pouvait vous trouver, que ces hommes le puissent ou non. Il l'a donné à un courrier de la cour pâle, et m'a demandé dans le corps de la lettre de vous la remettre dès que je le jugerai sûr. J'ai jugé que c'était sûr. » Sable prit le parchemin. La cire était intacte. Le sceau était parfait. L'écriture sur le devant, à l'encre gris foncé, était une main qu'elle n'avait vue que 2 fois dans sa vie. Il était écrit « À la femme dont j'ai dû dépenser le nom pour la garder en vie. » Sable s'assit. Elle brisa le sceau. Elle déplia la seule feuille de parchemin. Elle le lut ce qu'il avait écrit il y a 4 nuits dans un palais qu'il n'était plus certain de pouvoir tenir. « Si tu lis ceci, c'est que la grande maîtresse t'a trouvé et que tu es en vie, et que la petite vie que tu portais en partant est en vie aussi. Et ces 3 choses ensemble sont plus que ce que je me suis permis de demander dans aucune prière depuis 4 longs mois. Je ne perdrai pas ton temps en excuses. Les excuses sont pour les hommes qui ont fait quelque chose qu'ils pourraient défaire. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire dans la seule fenêtre que j'avais pour le faire. Et si je pouvais retourner sur l'estrade, je le referais, et tu me détesterais à nouveau pour cela, et je le mériterais à nouveau. Je veux que tu saches ce que je regardais pendant que tu courais. Je regardais les 4 seigneurs des 5 couronnes qui ne se sont pas tournés vers les portes quand je t'ai nommé, car les 4 qui ne se sont pas tournés étaient les 4 à qui on avait déjà dit qu'une fille de cuisine nommée Sable Van Clair portait ma marque et mon enfant, et c'étaient les 4 qui avaient payé les hommes qui allaient être dans ta chambre dans l'heure. Je t'ai nommé parce que si je ne t'avais pas nommé, tu aurais été morte avant minuit. Te nommer m'a coûté le traité. Cela me coûtera le trône à terme, car les 5 couronnes ne me laisseront pas le garder. Cela t'a acheté les mois que tu as eus, qui n'étaient pas suffisants. Mais c'était tout ce que j'avais. Ne reviens pas. J'écris cela de tout mon cœur. Mon amour, pas encore. Pas avant que la grande maîtresse ne t'envoie un mot. La cour pâle est la seule force dans les 5 royaumes plus anciennes que les couronnes. Et Morin Vosich est la seule personne en vie qui peut te déplacer au grand jour sans te faire tuer. J'arrive. Je n'arrive pas encore. J'arrive quand elle me dira que c'est le moment. D'ici là, je tienne le palais aussi longtemps que je le peux, et je retienne mon loup aussi longtemps que je le peux. Car si je le laisse sortir, il courra vers toi, et je mènerai chaque lame des couronnes à ta porte.
Les marques sur ta hanche est mienne, l'enfant est mien. Le nom que j'ai dépensé dans la salle du trône était à moi de le dépenser. Aucune de ces choses n'est négociable. D'ici là, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Chaque fois que la marque sur ta hanche se réchauffe, c'est moi qui refuse de lâcher prise. À toi dans cette vie et dans tout ce qui suivra. Aldrich. Son nom était Aldrich, elle le savait. Bien sûr, tout le royaume le savait. Aldrich de la maison Marrow, 16e de sa lignée. Elle n'avait simplement jamais, dans toutes les heures volées, la seule marque et le seul enfant entre eux, entendu le dire de lui-même en sa présence, car en sa présence, il avait été le garçon du jardin d'herbe. Et un roi ne prononçait pas son propre nom dans le noir à une fille de cuisine. Il l'avait signé pour elle maintenant parce qu'il avait compris que si jamais elle le lisait, elle serait déjà en chemin pour le retrouver et elle aurait besoin de savoir comment l'appeler à son arrivée. Sable plia la lettre très soigneusement en quatre. Elle la pressa contre sa bouche. Elle ne pleura pas. Elle avait pleuré la nuit dernière. Elle s'assit simplement sur son banc dans les décombres de sa cuisine, la lettre pressée contre ses lèvres, et laissa le lien sur sa hanche brûler aussi fort qu'il le voulait. Et quelque part dans sa propre heure sombre, elle le sentit la sentir, et il se stabilisa, comme une flamme se stabilise quand une main est placée en coupe autour d'elle du côté du vent. Morin la regardait, les mains jointes sur ses genoux. Il a tenu le palais seul, dit Morin doucement, contre les couronnes, contre les seigneurs des falaises, contre 3 empoisonnements distincts que j'ai déjoués et un que je n'ai pas déjoué. Il n'a pas dormi plus de 4 heures d'affilée pendant ces 4 mois. Il est l'alpha le plus puissant qui respire actuellement sur ce continent. Et il est aussi la créature vivante la plus épuisée avec laquelle j'ai jamais été dans une pièce. Il venait pour moi. Il venait. Le lien sur votre hanche s'est réveillé la nuit dernière. Le sien aussi. Il a quitté le palais hier au crépuscule avec 12 cavaliers et les 6 derniers loups qui saigneront encore pour lui. Et il sera dans cette ville d'ici le crépuscule de demain. Sable pressa sa main sur sa hanche. La marque sous sa paume était assez chaude pour être sentie à travers la robe. « Que faisons-nous » Morin se leva. Elle traversa la cuisine et se tint au-dessus du panier de Callum, et elle ne toucha pas le garçon, mais elle baissa les yeux sur ses yeux ambrés pendant un long moment, avec quelque chose sur son visage qui était presque, mais pas tout à fait, de l'admiration. « Nous rendons ce cottage indéfendable d'ici ce soir, » dit Morin. « Nous vous déplaçons, vous et l'enfant, à la chapelle des Marais Salants, au bord de la ville, que j'ai déjà préparée. Nous l'attendons là. Et quand il arrivera, maîtresse Van Clair, vous, moi et votre roi, nous nous assiérons ensemble à une table, et nous aurons la conversation que les 5 couronnes ont passé 4 mois à essayer d'empêcher. Car il y a une chose à propos de votre fils qu'il ne sait pas encore, et il doit l'entendre de moi avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. » Sable la regarda. « Quelle chose ?» Morin leva ses yeux gris du panier. « Votre fils, dit-elle, n'est pas l'héritier d'un seul trône, maîtresse Van Clair. Il est l'héritier de 2, et le second est celui que votre roi ne connaît pas encore, celui que j'ai passé 30 ans à garder. » La chapelle des Marais Salants se trouvait à la lisière nord de Cindermarsh, sur une petite colline où le vent de la mer Creuse soufflait le plus fort. Elle était plus ancienne que la ville. Les gens des Marais Salants disaient qu'elle était là avant le sel, qu'elle avait été un sanctuaire de pêcheurs quand la mer s'avançait plus loin dans les terres. Sable était passé devant 2 fois par semaine pendant 4 mois et n'y était jamais entré. La porte avait toujours été fermée. La seule petite cloche du clocher n'avait jamais sonné. Morin ouvrit la porte avec une clé qu'elle tira de l'intérieur du revers de son gant. La serrure tourna sans bruit. À l'intérieur, la chapelle était chaude. Pas la chaleur d'un feu. Il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas d'âtre. Les murs étaient en pierre nue. Le sol était en pierre nue. La seule fenêtre étroite au-dessus de l'autel était sans vitre et laissait entrer une longue bande de lumière pâle de fin d'après-midi. Et pourtant, l'air à l'intérieur était chaud, de la même manière que la hanche de sable était chaude, de la même manière que le disque avait été chaud dans la doublure de sa cape. La chapelle était vivante. Sable s'arrêta à 3 pas à l'intérieur avec Callum dans son écharpe. « C'est un point nodal, » dit Morin derrière elle, « un des 7 sur ce continent. La cour pâle a construit notre cour au-dessus du plus grand d'entre eux.
Vous, moi et l'homme qui arrivera demain au crépuscule sommes les trois seules personnes actuellement en vie qui savent où se trouve la porte. Elle ferma la porte. La serrure se verrouilla d'elle-même. Qu'est-ce qu'un point nodal? Un endroit où le lien entre les choses est plus mince, où un enfant comme le vôtre peut dormir en toute sécurité pendant que le monde extérieur se déchire pour le trouver. Il ne sera pas trouvé à l'intérieur de cette chapelle, ni par l'odeur, ni par la vue, ni par la pièce de serment. C'est le bâtiment le plus sûr des 5 royaumes, et vous et le garçon dormirez ici ce soir. Sable baissa les yeux sur son fils dans l'écharpe. Callum était réveillé. Il n'avait pas dormi depuis qu'ils étaient sortis de la cave. Ses yeux ambrés observaient les murs de pierre nue et la longue bande de lumière pâle de la haute fenêtre, et il souriait à nouveau. Il aimait la chapelle. La chapelle, d'une certaine manière, l'aimait en retour. Morin n'alluma aucune bougie. Elle tira un banc bas en bois de sous l'autel, le dépoussiéra du revers de son gant et fit signe à Sable de s'asseoir. Et Morin s'assit en face d'elle sur un second banc. Pendant un long moment, la grande maîtresse de la cour pâle ne parla pas. Elle regarda Callum. Elle ne l'avait pas touché. Elle n'avait pas demandé à le toucher. Elle l'avait seulement regardé. Et Sable, qui avait été une fille de cuisine assez longtemps pour lire la différence entre la faim et la révérence sur le visage d'une personne, comprit maintenant que ce qu'elle avait pris pour de la cupidité dans les yeux de Morin ce matin n'avait pas été de la cupidité du tout. C'était de la reconnaissance. « Dis-moi ce qu'il est, » dit Sable. Morin leva ses yeux gris du visage de Callum. « Que savez-vous, » dit-elle, « de la cour pâle? » Presque rien des histoires. Ma grand-mère disait que c'était des femmes qui parlaient aux loups avant qu'il y ait des rois loups. Elle disait qu'elles les gardaient la lune et que la lune les gardait. Votre grand-mère avait presque raison. La bouche de Morin s'adoucit brièvement. La cour pâle est plus ancienne que les rois loups. Nous étions les femmes qui portaient le premier serment entre les humains et la lune avant qu'il y ait des alphas, avant qu'il y ait des meutes, avant qu'il y ait des couronnes. Chaque roi loup qui s'est jamais assis sur un trône dans les 5 royaumes y siège parce qu'une sœur pâle quelque part dans sa lignée a dit qu'il le pouvait. La lignée d'Aldrich de Marrow est la plus ancienne lignée ininterrompue que nous ayons jamais créée. Nous avons surveillé sa maison pendant 400 ans, maîtresse Van Clair, et pendant tout ce temps, nous n'avons jamais vu ce que nous voyons maintenant. Elle regarda Callum. Son fils, dit-elle, est le premier enfant né d'un roi alpha et d'une femme de sang pâle en 400 ans. Sable devint très immobile. Je ne suis pas de sang pâle. Vous l'êtes. Mon arrière-grand-mère était une guérisseuse dans le pays des rivières. Votre grand-mère, dit Morin, était la dernière fille vivante de la maison de l'Est de la cour pâle, qui a été incendiée par le 3e roi des couronnes il y a 112 ans. Elle a survécu parce qu'elle avait 4 ans et qu'une fille de cuisine l'a cachée dans un tonneau de sel pendant 3 jours. Elle a vécu le reste de sa vie cachée. Elle a épousé un pêcheur et a eu une fille et une petite fille. Et elle leur a appris tout ce dont elle pouvait se souvenir sur les herbes, les eaux et le souffle. Et elle ne leur a jamais dit de quel sang elles étaient porteuses, car elle avait juré la nuit de l'incendie qu'elle laisserait la lignée s'éteindre tranquillement plutôt que de laisser les couronnes la retrouver. J'ai respecté ce serment. J'ai surveillé votre lignée pendant 3 générations et je n'ai rien fait. Et puis votre roi vous a trouvé dans son jardin d'herbes quand vous aviez 16 ans, et il vous a marqué quand vous aviez 17 ans, et vous avez conçu son enfant à l'automne de votre 19e année. Et la lune elle-même s'est redressée et l'a remarqué. Je suis descendu de la cour pâle le lendemain matin. Je suis au palais depuis, vous regardant porter l'héritier de 2 trônes dans un tablier de fil de cuisine et essayant de vous garder en vie assez longtemps pour le mettre au monde. Sable ne pouvait pas parler. Elle posa sa main sur l'arrière de la petite tête sombre de Callum, et il tourna son visage dans sa paume, et elle comprit que la petite vie qu'elle avait emportée de Hieru dans une pantoufle déchirée n'était pas du tout ce qu'elle avait pensé. Elle avait pensé qu'elle fuyait avec le bâtard d'un roi. Elle fuyait avec l'héritier de la plus ancienne lignée du monde. Aldrich ne le sait pas. Il ne le sait pas. Je le savais et je ne le lui ai pas dit, car si je le lui avais dit, il aurait fait exactement ce qu'il a fait de toute façon, mais il l'aurait fait plus fort et nous vous aurions perdus tous les deux. Je lui ai dit dans la lettre qu'il a convoquée ici qu'il y a une chose à propos du garçon qu'il doit entendre de moi. Je ne lui ai pas dit quelle était cette chose. Je le lui dirai demain au crépuscule quand il arrivera, avec vous dans la pièce. Pourquoi me le dites-vous en premier?
Parce que vous êtes la mère du garçon et que vous êtes de sang pâle, et que la cour n'a pas eu de fil de la maison de l'Est depuis 12 décennies. Et au moment où votre roi franchira cette porte demain, je serai dans une pièce avec les 2 seules personnes vivantes dans les 5 royaumes qui me sont supérieurs en rang. Sable la regarda. Vous me surpassez en rang, dit lentement Sable. Par le sang, oui, la maison de l'Est est la maison aînée de la cour pâle. Elle est vide depuis 112 ans. Le siège attend. Morin croisa les mains. Je ne vous demande pas de le remplir. Je vous dis que le siège existe et que votre fils existe, et que ces 2 faits ensemble signifient que la cour pâle est sur le point de se faire entendre très fort, maîtresse Van Clair, et nous allons nous faire entendre en votre nom. Sable ne dormit pas cette nuit-là. Elle allaita Callum à la 2e heure, et il dormit contre sa poitrine. Et elle resta assise sur le banc dans la chapelle chaude, le souffle de son fils montant et descendant contre sa clavicule. Et elle se permit, pour la première fois de sa vie, de penser à ce qu'elle était. Une fille d'une vieille maison brûlée, la mère d'un héritier de 2 trônes, la compagne liée du roi Alpha de Morrow, qui avait dépensé son nom pour la garder en vie, et qui chevauchait dans l'obscurité en ce moment même vers une chapelle dont il ignorait l'existence. Elle pressa sa main sur sa hanche dans l'obscurité chaude. La marque répondit. Il était proche, beaucoup plus proche que ce matin. Il avait traversé le brouillard terrestre. Il avait traversé le pays des rivières. Il était sur la route du sel maintenant, quelque part dans la nuit entre elle et Hieru, et le lien ne bourdonnait plus. Le lien tirait. Une traction constante, dure, main sur main. Comme un homme se hisse le long d'une corde vers une fenêtre qu'on lui a dit être la seule issue d'une maison en feu. Elle ferma les yeux. Elle le laissa tirer. Et quelque part dans l'obscurité au sud de Cindermarsh, dans un bosquet de pins courbés par le vent sur la route du sel, le roi de Maravail leva la tête de l'endroit où il s'était arrêté pour abreuver son cheval et tourna son visage très précisément vers la chapelle qui se réchauffait. Il sourit. C'était la première fois en 4 mois qu'Aldrich de Marrow souriait de tout son visage, et ces hommes, qui l'avaient observé pour ce sourire sans savoir qu'il l'attendait, échangèrent un seul regard entre eux et resserrèrent les sangles de leur sel sans qu'on le leur dise. Et dans l'obscurité chaude de la chapelle des marais salants, Sable Van Clair, dernière fille de la maison de l'Est de la cour pâle, ouvrit les yeux dans le noir et murmura au mur de pierre la seule phrase qui lui restait. « Rentre à la maison, mon amour. Nous avons tant de choses à te dire. » Il arriva à l'heure que les gens des marais salants appelaient un lord bas. C'était l'heure où le soleil reposait à plat sur la mer creuse et donnait à la croûte de sel la couleur d'une vieille pièce de monnaie. Sable se tenait à l'intérieur de la chapelle, la main pressée contre la pierre chaude du mur, et son fils endormi dans son écharpe contre sa poitrine, et elle le sentit avant de l'entendre. Le lien sur sa hanche devint immobile, pas silencieux, pas disparu, immobile comme l'eau devient immobile quand elle est enfin arrivée dans la coupe pour laquelle elle a été versée. Il avait cessé de chevaucher. Il montait la pente vers la porte de la chapelle. Elle ne bougea pas. Elle avait pensé qu'elle courait à la porte quand il viendrait. Elle s'était trompée. Il avait été à l'autre bout du lien pendant 4 mois, et le lien était sur le point d'être une main sur son visage pour la première fois, et elle ne voulait pas, découvrit-elle, rencontrer cette main debout. Elle se déplaça vers le banc devant l'autel, s'assit, posa sa main sur l'arrière de la petite tête sombre de son fils et attendit. Moran, qui avait été à la haute fenêtre à observer la route du sel pendant la dernière heure, se retourna et s'arrêta à côté du banc de sable. Il a franchi le seuil de la colline. La chapelle protège le garçon de son odeur. Il ne sentira son fils que lorsque la porte s'ouvrira. Je veux que vous le sachiez pour que, lorsque son visage changera, vous compreniez ce qui a changé. Sable hocha la tête. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. La serrure de la porte de la chapelle se tourna d'elle-même. La porte s'ouvrit vers l'intérieur et la longue bande de lumière dorée basse des marais salants entra à travers la pierre, et un homme la franchit, la tête baissée sous le linteau, sa cape rassemblée dans un poing à son épaule, et Sable Van Clair, qui avait passé 4 mois à s'apprendre à ne penser à rien, regarda le roi de Maravail à travers 30 pieds de pierre de chapelle chaude et oublia d'un seul coup toute la discipline qu'elle n'avait jamais apprise. Il avait maigri. Il avait été un homme large dont les épaules avaient rempli l'embrasure de la porte de sa chambre privée.
Il était toujours large, mais il avait maigri comme une épée s'amincit quand elle a été affûtée trop de fois. Il y avait des creux sous ses pommettes. Il y avait du gris à ses tempes qui n'était pas là il y a 4 mois. Il y avait une cicatrice sur le côté gauche de sa mâchoire qu'elle ne lui avait pas donnée. Ses yeux étaient les mêmes, ambrés comme ceux de son fils, comme l'intérieur d'une flamme de bougie, comme chaque crépuscule dans lequel elle s'était jamais tenue. Il la vit. Il vit le banc. Il vit sa main sur l'arrière de la tête de Callum. Il vit les petits cheveux sombres sous sa paume. Il vit la forme de l'écharpe contre sa poitrine, et ses yeux tombèrent dessus, et son souffle se bloqua dans sa gorge dans un son qu'elle sentit plus qu'elle n'entendit. Et son visage fit la chose dont Morin l'avait prévenu. Il changea. Il changea comme un paysage change quand une rivière longtemps gelée se fissure enfin. Chaque ligne de lui se réorganisa en un souffle autour du nouveau fait que la petite vie qu'elle avait emportée de son palais n'était plus une petite fille, n'était pas théorique, n'était pas un espoir ou une peur ou une chose qu'il allait rencontrer dans un avenir qu'il avait cessé de se permettre d'imaginer. La petite vie était une personne. La petite vie avait des cheveux. La petite vie respirait dans une écharpe contre la poitrine de sa compagne, dans une chapelle où son lien l'avait tiré à travers 200 miles de route du sel. Aldrich de Maravaille laissa tomber sa cape. Il traversa la chapelle en 7 longues foulées. Il s'arrêta à 3 pas de son banc, il se mit à genoux sur la pierre chaude très lentement, et il posa ses mains à plat sur ses propres cuisses parce qu'elle pouvait voir qu'il ne leur faisait pas confiance. Et il dit d'une voix qu'elle avait entendue une fois en 4 mois dans une lettre signée Aldrich. Puis-je le voir? Les mains de sable tremblaient. Elle défit l'écharpe. Elle en sortit son fils et le tourna pour que son visage entre dans la longue bande de lumière dorée basse, et Callum, qui avait dormi pendant que le lien se calmait et que la porte s'ouvrait, ouvrit ses yeux ambrés exactement au moment où les yeux de son père rencontrèrent les siens. Il regarda son père. Son père le regarda. Aucun d'eux ne bougea. Pendant un long moment dans la chapelle chaude, le seul son était le vent dehors et le propre souffle de sable. Et puis Callum ouvrit la bouche et fit un petit son clair, une salutation, un bruit qui n'avait aucun mot, mais qui était indubitablement le bruit d'une personne qui avait reconnu une autre personne. Aldrich de Maravaille mit son visage dans ses mains et pleura. Il pleura silencieusement à genoux, à 3 pas de sa compagne et de son fils. Il ne demanda pas à s'approcher. Il ne tendit pas la main vers le garçon. Il ne tendit pas la main vers Sable. Il s'agenouilla simplement et pleura. Et Sable, qui pensait ne plus avoir de larmes ce matin, découvrit qu'elle s'était trompée. Après un long moment, il baissa les mains. Son visage était mouillé. Il ne l'essuya pas. Son nom est Callum. Calum. Il le testa,